Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et vous avez appuyé sur Play pour écouter une nouvelle émission du format Super Friends qui s'intéresse aux personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics par leur métier. Vous savez, dans ce format, on invite des auteurs, des autrices, des artistes et aussi pas mal d'éditeurs. Et en cette fin d'année 2021, on s'est dit qu'on allait un petit peu essayer d'aller à la rencontre d'un maximum d'éditeurs spécialisés donc dans la bande dessinée américaine. Donc vous avez déjà pu avoir des précédents numéros avec François Hercouet de Urban Comics, avec Emmanuel d'Achilleos. Et donc aujourd'hui, on reçoit Romain Galland, qui est le directeur éditorial des éditions Kinaï, une maison d'édition qui est spécialisée dans la bande dessinée jeunesse, dont on vous parle régulièrement dans le podcast. Par exemple, Snapdragon ou Ours, qu'on avait chroniqué dans nos formats Back Issues, c'était chez lui. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que ce sont deux titres qui ont été nommés dans la sélection officielle d'Angoulême. Alors aujourd'hui, donc, on a Romain avec nous. Salut Romain. Salut. Et on va pouvoir faire un petit peu le débrief de pas mal de choses, puisque Romain, ça fait bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans même en fait, ouais. Puisque pour celles et ceux qui nous écoutent depuis longtemps, peut-être qu'ils l'ont gardé en mémoire, mais on t'avait reçu c'était fin 2010 ou début 2019, au moment ça. En fait où Kinaï allait se lancer. Alors on vous invite à écouter ce podcast qui est toujours hébergé sur le site comicsblog.fr pour retracer un petit peu tout ton parcours et tout ça, mais malgré tout ça reste techniquement la première fois que tu viens sur First Print. Du coup, Romain, une petite introduction de ta part. Qui es-tu? Que fais-tu? Qui je suis et qu'est-ce que je fais? Donc du coup, je suis fondateur d'édition Kinaï, donc maison spécialisée en BD jeunesse américaine et young adult. Maintenant, je dis puisque je sais qu'il y a beaucoup de jeunes adultes qui lisent aussi mes parutions. Et je fais aussi maintenant depuis cette année des créations françaises avec la série Punch. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi? J'ai fait une école de commerce à la base. Je suis passé par les éditions Glénat et par Valiant aux États-Unis avant de créer ma propre maison d'édition. C'est ça. Alors donc je disais, on avait déjà abordé pas mal de choses dans le précédent podcast, mais juste pour revenir dessus, vraiment, c'était ton expérience aux États-Unis qui t'avait vraiment marqué sur le fait de voir la production. C'est là où j'ai trouvé finalement l'idée de. J'avais déjà en fait en tête l'idée de créer une maison d'édition. Mais il fallait une idée, quelque chose qui n'était pas qui apportait une plus-value sur le marché, parce que sinon, déjà que c'est dur de faire de l'édition si on n'apporte pas une valeur ajoutée, finalement, ça sert à rien de commencer. Ouais. Et en fait, moi, quand j'étais chez Valiant, c'était en 2015. Ouais. Et donc, c'était vraiment le début de l'explosion de la BD jeunesse aux États-Unis. Ouais. Et c'est là où moi, en fait, entraînant dans les comic shops et tout, je suis tombé sur Diesel. Ouais. Et pas mal de titres. Je me suis dit, tiens, c'est quand même assez intéressant. Il y a des thématiques différentes, de tout ce qu'on peut trouver en BD jeunesse franco-belge, un dessin plus moderne. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui se différencie grandement de ce qui est déjà de la production française de l'époque, en fait. Je m'étais dit, ce serait une bonne manière de commencer comme ça, parce qu'on sait que l'achat de droit est quand même plus abordable que la création. Ouais. Donc c'est comme ça que j'ai commencé avec les deux collections. Donc une collection Fresh Kids qui est plus basée sur de l'entertainment, plus un petit peu plus comics, quoi, mais plus des BD d'aventure, en fait, action, et une collection Graphic Kids qui est en fait plus une collection de romans graphiques jeunesse et young adult aussi. Ouais, mais t'as quand même des séries quelque part, parce que il y a quelques séries, c'est aussi, mais c'est quand même plus des romans graphiques, on va dire. Ouais. Et justement, tu fais un peu cette démarcation entre divertissement d'un côté et quelque chose où les histoires sont plus à même de traiter de thématiques, souvent qui abordent pas mal de choses sur l'identité, le genre, sur la sexualité, sur en fait, sur l'entraide. C'est quelque chose, mais c'est une vraie séparation que tu fais sur c'est pas une vraie séparation. Puisque je pense que même dans les romans graphiques, c'est aussi de l'entertainment, quoi. Mais c'est juste que dans les romans graphiques, il y a des thèmes peut-être un peu plus profonds qui sont abordés, et c'est des thèmes qui sont toujours modernes. Donc tu parles d'identité de genre, de diversité, etc. Mais en fait, moi, quand je choisis ce que je veux publier, c'est sûr, c'est des éléments importants.
Mais moi, je me base d'abord sur l'histoire. Est-ce que c'est une bonne histoire? Est-ce que c'est une histoire qui est originale par rapport à ce qui est déjà produit en France ou même aux États-Unis? Est-ce que le traitement, est-ce que les thèmes ont déjà été abordés, mais est-ce que le traitement est intéressant? Et en fait, tout ça fait que finalement, je me retrouve avec des histoires qui peuvent traiter, de thèmes modernes comme le genre, l'identité sexuelle, des choses comme ça. Mais c'est parce que finalement, ça a été très peu traité auparavant. Et donc, du coup, ça donne des histoires intéressantes. Mais tu noteras aussi que c'est souvent fait de manière, parce que ça, c'est quelque chose auquel je fais super attention, c'est que c'est souvent fait de manière assez intelligente, fluide dans l'histoire, c'est jamais des histoires qui arrivent un peu avec des gros sabots et qui dit c'est toujours fait de manière assez sensible, délicate, et ça c'est vraiment des critères qui sont assez importants pour moi, notamment parce que si tu arrives avec une histoire qui traite que de l'identité de genre par exemple, ça va intéresser que les gens qui sont déjà intéressés par ce sujet-là. Ouais. Alors que si tu le fais de manière un petit peu détournée, de manière un peu plus subtile, du coup, tu vas toucher un public plus large et qui vont s'y intéresser de manière détournée. Et donc, du coup, pour moi, c'est plus intelligent et c'est plus... Voilà, c'est un peu ma manière de faire en fait. D'accord. Voilà. Mais ça veut dire que par rapport à ton travail de veille pour voir ce qui sort, tu dois vraiment donc surveiller constamment ce qui se fait aux États-Unis, mais aussi dans la production franco-belge alors. Ouais, carrément. Ouais, je fais vraiment les deux. Je surveille forcément ce qui se passe aux États-Unis, mais en France aussi. En France notamment pour repérer aussi des auteurs avec qui je voudrais bien travailler ou des jeunes auteurs. Donc ouais, là je fais vraiment en fait je l'ai toujours fait finalement, mais c'est quelque chose qui s'accentue et qui est super important à faire. Ouais, d'accord. Et c'est parce qu'il y a la question sous-jacente. Merci là-dedans, c'est vraiment de savoir en fait parce que tu reprochais en fait quelque part à la production franco-belge de pas être aussi peut-être moderne à la fois dans le style graphique ou dans les thématiques. Est-ce que c'est un constat que tu dresses toujours aujourd'hui? Est-ce qu'il y a pu avoir une évolution quand même ces dernières années? En fait, je trouve quand même que la production jeunesse en fait, il y a toujours des exceptions. Donc il y a toujours des albums intéressants français qui sortent et tout, mais je trouve toujours que c'est toujours un peu premier degré, enfant un peu premier degré, toujours des trucs un peu simplifiés, tu vois, que ce soit, j'en parlais justement avec Mélanie, que ce soit un peu dans les chara design, les choses comme ça. Et en fait, moi, je sais pas trop. C'est quelque chose avec lequel je suis pas vraiment d'accord en fait. Moi, je suis plutôt dans les choix, dans mes choix, c'est de choisir des histoires forcément qui sont riches, mais à la fois dans le chara design, donc pas niveler en fait les chara design vers le bas pour dire voilà, ça va être plus accessible pour les enfants, tu vois. Je suis plus dans l'état d'esprit de dire voilà, les enfants sont intelligents, donc on va leur fournir des histoires aussi riches que celles des adultes, des chara design aussi riches, tu vois, avec des décors, pas forcément toujours simplifié, tu vois. Pour moi, c'est vraiment quelque chose c'est un peu la facilité aussi. Ouais. Tu vois, parce que si tu fais des chara design que tu simplifies, forcément c'est un peu plus facile, je pense. Mais en tout cas, je trouve que c'est dommage. Voilà. Et en fait, c'est pas forcément je choisis un peu la difficulté, en quelque sorte, mais c'est ça qui m'intéresse aussi parce que c'est ça qui permet de faire aussi des histoires différentes. Et moi, je suis vachement basé là-dessus, quoi. C'est toujours, je me dis, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant, de différent par rapport à ce qui sort ailleurs. Ouais. Et c'est aussi pour ça que pour les punchs, je m'étais dit qu'est-ce qui est intéressant de faire comme type de format qui est jamais sorti, etc. Et le 32 pages, c'était quelque chose qui avait jamais été fait en jeunesse, quoi. Donc c'était un truc qui m'intéressait. De toute façon, on va revenir sur Punch un petit peu plus en détail, mais avant ça, justement, quand tu parles de niveler les chara design par le bas, est-ce qu'à l'inverse aussi, si t'as quelque chose de plus recherché ou plus poussé, tu perds de l'accessibilité et tu te coupes une partie du public. Là, t'as un équilibre à jouer, alors. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça, en fait, la problématique, c'est que il faut que ce soit à la fois
riche, mais à la fois que ce soit suffisamment accessible. Et pour ça, je trouve que les Américains, eux, ils sont assez forts pour faire ça. Parce qu'ils n'ont jamais eu, en fait, cette catégorisation comme nous on a en France, enfant-adulte. C'est pour ça qu'on dit toujours all ages aux États-Unis. Ouais, c'est vrai. Ils ont toujours, en fait, écrit avec des niveaux de lecture différents, même si c'était pour les enfants, parce qu'ils savaient très bien qu'il y avait des adultes qui lisaient derrière. Et en termes de design, c'est pareil, quoi. Ils simplifient pas forcément trop les choses. Quand tu vois Snapdragon, il y a quand même, tu vois, il y a quand même des choses poussées, quoi. C'est pas des choses ultra basiques, je trouve. Ou même Ours. Il y a quand même plein d'inventions visuelles, de choses. Enfin, c'est quand même des choses qui sont riches, quoi. Tu vois. Et donc du coup, pour moi là, les Américains, je pense que c'est aussi culturel. Et nous, en France, on est très, catégorie enfant, adulte, mais dans toute l'industrie en fait, que ce soit libraire, peut-être auteur aussi et lecteur. Et en fait, ça c'est quelque chose qui est assez difficile à casser finalement. Mais en fait moi comme j'ai vraiment une culture américaine à ce niveau-là, c'est quelque chose auquel je suis super sensible et c'est quelque chose justement que j'essaye de reproduire en fait avec les productions françaises pour qu'il y ait une vraie cohérence entre les achats de droits américains et les créations que je fais derrière en fait. D'accord. Mais ça se bagarre pour les achats de droits parce qu'on sait que souvent c'est le cas et on sait qu'il y a certains titres que tu as proposés que ça sera certainement d'autres éditeurs révolus. Ça se bagarre, ça dépend des titres. Il y en a sur lequel ça va et puis il y en a sur lequel où on est plusieurs éditeurs dessus. Donc je sens une petite accentuation là, à ce niveau-là. Parce que c'est quelque chose qui prend du coup. Est-ce que ça va faire 3 ans maintenant que tu es arrivé sur le marché, quelque part avec l'ambition peut-être même de créer en fait une nouvelle poche en fait. Alors l'ambition, oui, c'est sûr que je sais pas si c'était l'ambition parce que c'est quand même un peu prétentieux de dire ça. On se rappelle tous qu'à Comics Doc, t'as quand même dit je veux mettre tous les autres éditeurs de comics à genoux quand même. Hein. Tu as dit ça comme ça. Tu l'as dit, je vais les enfoncer, ils vont pleurer, ils vont plus jamais redire. Il me semble, peut-être que j'invente, mais peut-être pas. D'accord. Non, mais oui, justement, je sais que c'est une niche, tu vois, que j'essaie forcément de faire grandir. Et donc ça, oui, c'est sûr que j'espère, tu vois, que la niche va s'agrandir forcément. Mais du coup je sais plus c'est quoi la question que c'était de voir par rapport à si tu avais eu beaucoup de difficultés ou enfin si tu avais dû batailler sur les enchères notamment parce qu'on sait que c'est comme ça que ça marche un peu pour en fait le truc c'est que en règle générale ça reste encore relativement accessible et après en fait il y a quelques titres qui sont vraiment disputés auxquels là sur lesquels là il faut que je me dise ok je le veux vraiment donc je surenchéris etc. C'est quoi? Alors ça passe que par la surenchère ou est-ce que tu fais d'autres propositions comment on négocie c'est multifactoriel. Il y a forcément si l'éditeur qui est en face met une avance qui est 2 fois plus grande que moi, ça va être compliqué de l'avoir. Par contre, là où j'ai une vraie plus-value peut-être par rapport à d'autres maisons d'édition, c'est que moi je peux dire j'ai 2 collections entières dédiées aux comics jeunesse finalement. Donc votre titre au niveau éditorial sera complètement intégré directement donc ça c'est vrai que ça peut aussi jouer. D'accord. Voilà, et ça a déjà joué. D'accord. Est-ce que tu as un peu juste des exemples sans nous dire avec qui tu t'es battu, certains titres, certains titres par exemple Snapdragon, on était 4 éditeurs dessus. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, j'avais pas celui-là en tête moi. C'est pas forcément le plus tu vois, mais Snapdragon je crois on était 4 éditeurs dessus et finalement je crois qu'au niveau des avances, c'était à peu près égal. Et en fait, je l'ai eu parce que j'avais publié Le Garçon Sorcière. Et qu'aux États-Unis, Snapdragon était vendu en disant si vous avez aimé Le Garçon Sorcière, vous aimerez. Il y a une thématique assez évidente. Donc, du coup, je pense que ça a énormément joué sur le fait que j'ai récupéré le titre, quoi. Mais justement, on a parté d'ailleurs là-dessus quand tu parles de la trilogie du Garçon Sorcière, donc de Molly Ostertag, de Snapdragon de Kate Lees, mais t'as aussi The Storyteller Sorcière, la Baba Yaga. Il y a quand même un vrai truc sur les sorcières dans la bande dessinée américaine jeunesse. Je pense que les sorcières sont vachement à la mode aux États-Unis.
parce que c'est aussi devenu un petit peu une figure de féminisme. Ouais. Et aussi parce que tout ce qui est magie, sorcellerie, etc., c'est un moyen assez pratique de parler de différence, de toutes ces thématiques-là, en fait. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est très utilisé en ce moment. En tout cas, il y a une vraie vague là-dessus. Sans prendre le risque forcément ensuite d'être typecasté comme l'éditeur qui fait des BD de sorcellerie. Non, parce que j'en ai pas du tout l'année prochaine. Donc tu verras. En fait, c'est vraiment, je pense qu'il y a plein de BD un petit peu sorcellerie magie qui sont sortis là parce que c'était, je sais pas, c'est des coïncidences en fait. Mais il y aura plein d'autres BD qui sortiront, qui seront pas du tout sur les sorcières. Par contre, le côté magique, c'est un truc qui revient beaucoup en BD jeunesse. Ouais. Le côté féerique, c'est souvent voilà, un vecteur pratique, un vecteur facile en fait, un vecteur utile pour aborder des thèmes. Et je pense que c'est important aussi pour les enfants d'avoir des univers comme ça qui font un peu rêver, forcément. Ouais. Donc c'est sûr que c'est des choses qui reviennent souvent. Et ce qui est marrant aussi, c'est que tu as quand même des publications. Moi, je pense par exemple à Ronin Island ou à Wild's End, qui techniquement, aux États-Unis, n'ont pas été forcément publiés dans un apparat jeunesse comme le peuvent être les graphic novels jeunesse en fait qui sortent là-bas. Ouais, il y avait des mix. J'ai fait des mix. En fait, c'était des tests. Ouais. Et c'est vrai que par exemple, ces deux séries qui n'ont pas ultra bien marché, notamment Wild's End. Alors c'est assez marrant ce qui est infernal quand tu sais que t'as Culbard dessus quoi. Mais c'est assez marrant parce que Boom, je crois que chez Boom ça avait pas super bien marché non plus parce qu'il l'avait brandé adulte en fait, et apparemment les adultes trouvaient ça trop jeunesse. Et moi je l'ai plus brandé jeunesse. Et puis finalement le côté un peu militaire et tout ça a fait que mon public usuel a peut-être trouvé ça trop adulte. Ouais. Donc, tu vois, c'est un peu compliqué des fois. Et à l'inverse, tu as peut-être une partie du lectorat comics classique qui aurait plus été intéressé, mais qui se retrouve pas forcément dans le format. Qui l'ont pas vu parce qu'il était au rayon jeunesse, tu vois, tout simplement. C'est aussi ça. C'est là où, en fait, c'est la difficulté parfois pour les libraires de se dire ah, ok, Kinaï, il faut de la jeunesse, mais là, ça, je vois que pour mon lectorat à moi, dans ma librairie, ça peut intéresser des adultes, donc je le mets en adulte, tu vois. Et c'est pas forcément fait. Des fois, c'est un peu compliqué, tu vois, sur certains titres qui sont un peu entre les deux, en fait. Mais justement, parce que c'était une des choses qu'on avait conclu il y a 2 ans et quelques, et là, du coup, je te cite sans faire de blague, mais où on disait vraiment que pour toi, l'objectif, c'était justement de placer tes comics, mais en dehors du rayon comics. En fait, il fallait justement que Kinaï ne soit pas identifié. Ouais, ça, c'était ultra important. Et maintenant, c'est fait, tu vois. C'est vraiment... tous les Kinaï, maintenant, sont au rayon jeunesse de manière... Enfin, c'est automatique. Donc ça, c'est quelque chose qui a été bien compris. Ça s'est fait comment alors? Ça t'avait donné les instructions, donc du coup en fait c'est avec la diffusion, on l'a bien présenté en tant que jeunesse, etc. Et je pense qu'au début, en fait c'est le temps que les libraires en fait appréhendent les titres, puis au fur et à mesure, en fait c'est le temps qui tout simplement fait son œuvre. Et maintenant je suis un petit peu catalogué éditeur jeunesse, donc ils savent qu'il faut le mettre au rayon jeunesse, tu vois, c'est aussi simple que ça, mais c'est les habitudes des libraires et le fait que les libraires m'aient identifié en fait comme éditeur jeunesse. Et il y avait notamment cette question du format qui aidait à faire ça, c'est-à-dire que toi, donc t'as pas voulu faire justement le cartonné tradi qu'on voit chez beaucoup d'éditeurs de comics en passant en souple. Et quelque part, on a vu d'autres éditeurs après aussi proposer des titres jeunesse en souple, donc Panini avec les Marvel Next Gen ou Urban avec l'Urban Link. Et en même temps, on a vu d'autres éditeurs qui faisaient de la jeunesse qui eux se sont dit je vais essayer de le passer aussi en franco-belge, et ça, je sais que c'est quelque chose que tu comptes faire justement en 2022. C'est quoi tes réflexions sur le format après alors en fait c'est un titre qui était, alors c'est assez marrant parce que c'est un titre qui était déjà au format cartonné franco-belge aux États-Unis. Donc j'ai pas changé le format finalement, mais je me suis dit tiens, ça va être intéressant en termes de test pour voir justement au niveau des ventes si ça se vend mieux, s'il y a plus de libraires qui le prennent et tout, parce que je sais que il y a beaucoup de libraires qui finalement ne s'intéressent que au format franco-belge et qui ne s'intéressent pas au format comics. Et donc, du coup, tu vois, moi, en tant qu'éditeur, c'est intéressant de faire des tests comme ça pour voir justement si le titre rentre plus ou moins dans les librairies, tu vois. Mais tu peux te permettre de faire des tests parce que t'es quand même là pour vendre tes bouquins, et donc... non, mais en même temps, c'est un test. Mais ça peut être dangereux aussi, non?
j'ai pas trop d'inquiétude sur ce titre-là, franchement. C'est un titre vraiment très abordable. Mais et je pense que ça peut apporter que des ventes en plus. D'accord. Finalement, parce que je sais que le format franco-belge est encore la norme, tu vois. Donc, je te dis que c'est un test, mais plutôt dans le sens positif, tu vois, et pour savoir vraiment combien je vais en vendre en plus, tu vois. C'est pas, je suis quasiment sûr que je vais en vendre plus que le format, si tu veux, roman graphique, quoi. D'accord. Voilà. Mais t'as aussi, même si tu as fait beaucoup de souple, il y a quand même aussi une variation un petit peu sur les tailles ou sur Ouais, de temps en temps. sur la fabrication, parce que tu n'avais pas l'envie de vouloir avoir qu'un seul dos en fait dans les bouquins finaux. Non, en fait, j'essaie toujours d'avoir la même hauteur. Mais après, comme je fais, en fait, j'augmente toujours les formats par rapport au format américain que je trouve trop petit. Trop petit, ouais. Mais parfois, les formats américains varient un petit peu. Et donc, en fait, comme moi, je fais des formats homothétiques, bah, forcément, ça varie des fois en largeur. Donc, est-ce que tu peux juste rappeler ce que ça veut dire homothétique? En fait, c'est juste que tu multiplies la longueur et la largeur par le même nombre pour que ce soit proportionnel, pour pas que les proportions varient. Ouais. Voilà. Merci. Non, c'est juste pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme. Mais justement, par exemple, c'est Ours qui a un format très différent. C'est parce que c'était proposé comme ça. C'était déjà comme ça, ouais. et je trouvais le format sympa, enfin intéressant. Et tu vois, je veux pas me dire ah ouais, cette histoire est super bien, mais c'est en format carré, donc je la prends pas. Tu vois, je suis pas aussi fermé d'esprit, on va dire. Donc du coup, c'était aussi l'occasion de faire quelque chose d'un petit peu différent. Il peut y avoir des exceptions, tu vois. C'est pas vraiment un problème du tout. Tu te fermes pas la porte, mais après, tu te laisses pas mal de portes ouvertes, mais on va dire que d'ici 2022 ou 2023, tu vas pas non plus faire un truc en pur comics traditionnel non plus, parce qu'il faut que tu gardes quelque part aussi une cohérence de ligne éditoriale, non? Oui, enfin, tu veux dire en pur comics, comment ça? Bah, c'est-à-dire, je sais pas, faire une réédition de Ronin Island, mais en cartonné pour essayer de trouver, ou de White Zen, du coup, mais en cartonné pour trouver le public comics plus traditionnel. Je vais rester je vais rester sur la même ligne édito, sur les mêmes formats, etc. Tu vois, ça, par contre, ouais, il y a déjà tellement de travail à faire en jeunesse, finalement, que c'est bon, je vais pas me mettre à faire de l'adulte maintenant, quoi. D'accord. Comment tu décrirais un petit peu ta journée type d'éditeur? La journée type d'éditeur, ouais, sans prendre en compte le fait qu'effectivement tu ne dors pas ou peu, du coup, ça c'est comme tous les éditeurs, je pense. Après, moi, c'est assez. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de journée type, tu vois, parce que comme je suis tout seul et que je fais plein de trucs différents. T'as pas d'attaché de presse, t'as pas de. Non, en fait, là, pour l'instant, je suis encore tout seul, donc ça va peut-être changer l'année prochaine si les ventes continuent à progresser, finalement. C'est un truc auquel je suis en train de penser. Mais là, du coup, je fais plein de choses, tu vois, donc il y a peut-être un jour où je vais te faire une demi-journée de traduction parce que j'en fais encore beaucoup, tu vois. Ouais. Et après, je vais recevoir, je sais pas, des chara-design sur Punch Création. Donc, c'est des trucs où je vais valider ou je vais échanger avec l'auteur français, voilà. Et le lendemain, je vais te faire 50 envois de SP le matin et l'après-midi, je sais pas, je vais faire une newsletter ou tu vois, donc c'est vraiment mais ça, en fait, c'est ça qui est cool aussi, c'est que finalement tu touches un peu à tout, même si moi ce qui m'intéresse le plus c'est vraiment le côté éditorial pur, et c'est pour ça qu'en fait plus le temps va passer et plus je vais essayer de déléguer les choses un petit peu annexes pour me concentrer sur l'éditorial pur. Mais là en ce moment, tu vois, je fais un peu tout, quoi. D'accord. Donc, voilà. J'avais justement une question, puisque tu mentionnes les SP, justement dans ta stratégie un petit peu de communication par rapport à tout ce qui est presse, médias, influenceurs. Ouais. T'as fonctionné comment pour faire tes choix? Parce que il y avait certains médias, déjà plus traditionnels, on va dire. Donc Comics Blog, je sais pas, MDCU, les comics.fr, tout ça, c'est des gens qui sont déjà assez installés, mais plus dans une ligne assez comics pour adultes. Mais là, t'es allé chercher du coup aussi d'autres types de médias, d'autres types de lecteurs, de lectrices. Ouais, c'est vrai que les sites de BD classiques, tu vois, ils traitent plus l'adulte en général. Ouais, mais c'est pour ça, c'est assez compliqué. Je sais que tu as Comic Strip, par exemple, qui traite beaucoup de BD enfants. Donc, donc je leur envoie assez systématiquement. Et sinon, là, il y a un gros truc quand même, c'est Instagram. Surtout que moi, j'ai un public young adulte qui est de plus en plus gros.
Et donc Instagram avec les bookstagrammeuses, comme on dit, ou bookstagrammeurs, bah finalement c'est vrai que quand t'as des personnalités qui ont 10 000 abonnés, de gens qui sont parfaitement ta cible, tu vois, c'est limite beaucoup plus intéressant de leur envoyer un SP à elles que un site, par exemple, un site de BD généraliste qui finalement est pas vraiment ma cible, tu vois. Ouais. Donc moi je passe plutôt par les réseaux sociaux et Bookstagram, c'est vraiment super important. Donc tu sens que c'est quelque chose qui serait un peu particulier à ce secteur-là, sur le fait en fait que la presse spécialisée en fait a pas encore été assez réactive pour bien ou mieux traiter le comics jeunesse par rapport à toute la production. Ouais, c'est vrai que j'ai du mal. Enfin, cette année, il y a quand même eu une progression parce que j'ai quand même eu des reviews dans des magazines jeunesse, tu vois, ou Le Monde des ados, ou des choses comme ça, des choses un peu plus mainstream. Mais tu vois, ça reste assez ponctuel. Ouais. Et aussi, je pense que c'est parce que je suis pas assez BD intello pour intéresser par exemple les Inrecuptibles ou des choses comme ça. Et je suis pas assez mainstream, tu vois, pour intéresser des gros sites, tu vois, hors BD, des gros sites de médias hors BD. Donc je suis un petit peu, tu vois, entre les deux, ce qui fait que c'est difficile de trouver vraiment des relais là-dessus. Et déjà que c'est difficile de trouver des relais en BD tout court, alors en BD jeunesse, c'est encore pire, tu vois. Et pour pallier à ça, c'est vrai que Instagram et justement les bookstagrammeuses, bah là, ça te permet de cibler le public directement, tu vois. Mais je suis pas le seul à le faire, hein. Les Urban Link le fait aussi, par exemple. Ouais. Hein. Enfin, c'est un truc qui est connu maintenant. Et qu'il faut utiliser. Que c'est devenu un vrai canal de communication. Ouais, carrément, en fait. c'est vraiment un truc, le bouche à oreille, tu vois. Et je sais que par exemple, le garçon sorcière s'est fait connaître, enfin, a vraiment fonctionné au début grâce au bouche à oreille qu'il y a eu sur Instagram. Et c'est un truc vraiment important maintenant, quoi. Tu comptes sur l'adaptation en film animé pour apporter plus d'attention sur le titre ou pas? On a eu qu'une annonce pour l'instant. Oui, voilà, mais carrément. Mais parce qu'on a vu quand même que ces dernières années, il y a eu quand même quelques phénomènes d'édition qui se sont déclarés après qu'une série Netflix soit arrivée. C'est-à-dire je sais. Umbrella Academy, Lock and Key, par exemple. Tu vois. Oui, je sais que ça va forcément driver les ventes fortement, tu vois. Pour un éditeur, maintenant, t'as un logo Netflix sur ta BD, c'est mieux qu'un sticker Angoulême, quoi. Moi, je pense, honnêtement, ça fait, au niveau des ventes, c'est encore mieux, quoi. Et pourtant, t'as quand même là, justement, on le disait en préambule, t'as 2 nominations donc dans la sélection officielle d'Angoulême. Ça, c'est bien parce que ça drive aussi les ventes, mais surtout, moi, je le prends un peu comme une récompense des 3 ans de travail que j'ai effectué, tu vois, qui valide un petit peu la ligne éditoriale, la qualité des ouvrages sélectionnés. Et donc, c'est sûr que je suis super content. Surtout que ça arrive assez tôt, tu vois, par rapport à la vie de la maison d'édition. Ouais. Puisque l'année dernière, j'ai publié 6 titres. Donc, c'est un peu une deuxième année bis cette année. Et donc, c'est sûr que je peux que être content de ça, tu vois. Et parce qu'on sait que pour être sélectionné, il faut envoyer des bouquins. Donc ça avait été ta stratégie dès le départ. Ah oui, dès le début, je les ai envoyés dès le début. Ouais. En fait, quand ta stratégie c'est la différenciation et la qualité, bah forcément tu te dis j'ai des chances de sélectionner Angoulême. Enfin, moi je m'étais dit direct. Bah t'as ça d'un côté, mais t'as l'autre côté qui disait justement que les critiques ou le milieu en général s'intéressent pas forcément à ce type de BD là. Donc est-ce que c'est pas aussi envoyer des bouquins dans le vent parce que, tu vois, moi j'étais plutôt optimiste là-dessus. Tu vois, je sais pas. Je suis quelqu'un d'assez optimiste de manière générale, mais je m'étais dit si c'est qualitatif. Tu vois, le jury, au bout d'un moment, il va s'en rendre compte, tu vois, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai toujours envoyé les titres dès la première année, en fait. Et cette année, t'avais envoyé donc Ours, Abdragon et d'autres aussi, alors hein? J'ai tout envoyé, en fait. À chaque fois, j'envoie tout. Ouais. C'est pour ça qu'ils se retrouvent avec des cartons de 50 bouquins à lire bien sûr, en 2 semaines. En fait, tous les éditeurs devraient le faire. Enfin, après, moi, tu vois, j'ai 15 titres par an. Donc, si j'envoie pas tous, c'est débile, en fait. Et justement, par rapport à ton rythme de production, c'est quelque chose que tu comptes accélérer ou pour l'instant tu essaies de garder une forme de rythme de croisière? Parce qu'on sait aussi qu'il y a une surproduction de façon générale dans le milieu. Donc, Non, pour l'instant, là, tant que je suis tout seul, je vais rester à 15 titres. Ouais. Et on verra si, par exemple, à partir de l'année prochaine, je pourrais.
à partir de dans 2 ans, du coup, pas 2022, mais 2023. 23, ouais. Je serai sûrement plus tout seul. Du coup, je vais peut-être un petit peu augmenter, mais tu vois, ce sera 18-20 titres, quoi. Je veux vraiment pas brûler les étapes. Et en fait, le truc, c'est que comme je me base sur la qualité, je veux pas du tout faire de remplissage. Donc, il me faut des albums dont je suis sûr à 100% de la qualité. Et là, même, tu vois, avec le Covid, il y avait les Américains ont un peu moins produit ou Ouais. ont délayé. C'est quoi le mot? Ils ont repoussé. On repoussait, voilà, le mot en français, merci. On repoussait des fois des titres de 2 ou 3 ans. Du coup, cette année, on se retrouve avec un peu moins de titres. Et je pense que du coup, j'ai encore de la place, tu vois. Donc, je vais peut-être produire un petit peu moins cette année parce que je veux pas prendre des titres que je trouve bons, mais un peu moins bons par rapport à ce que je veux, tu vois. D'accord, Donc, mais par rapport à tes exigences de qualité, quand elles se confrontent après à la réception publico-critique, tu restes toujours convaincu, même si par exemple tu auras un titre où on te dit non, mais en fait, un consensus critique où on dit non, mais en fait ce titre il est pas ouf, du coup, comment toi tu bah, jauges ça? en fait, pour l'instant, c'est pas vraiment arrivé. Ouais. J'ai jamais, j'ai jamais, tu vois, j'ai jamais eu de critique qui disait ouais, ce titre est pas bon, tu vois. Après, forcément, si tu veux, il y a des préférences et tout, tu vois, c'est normal, mais j'ai jamais eu vraiment de mauvais retours, tu vois, sur des titres que j'ai eu, que j'ai sélectionnés. Donc, on verra quand ça arrivera, tu vois, je veux dire, je peux me tromper, tu vois, tout simplement, c'est pas, mais pour l'instant, j'en ai pas vraiment eu, tu vois, donc je croise les doigts sur la sélection que je fais, quoi, mais D'accord. voilà. J'avais observé sur certains de tes albums aussi que c'était marqué qu'il avait obtenu le soutien du CNL. Ouais. Ça fonctionne comment ça en fait du coup? Ça, en fait, tu peux envoyer 3 titres 3 fois par an. Et t'envoies l'album et puis avec en fait avec un petit dossier sur pourquoi tu veux l'envoyer, c'est quoi les qualités, etc. Et puis ils décident ou non de te subventionner. Et donc du coup les subventions en général c'est 30 à 40% du prix total. Donc achat de droit, impression, Ouais, c'est ça. fab, tout ça. Et, Enfin, ouais. et après c'est bien parce que le CNL c'est repéré par les libraires. Ouais. C'est aussi repéré par Angoulême. Parce que en fait, le CNL propose après leur sélection à Angoulême. Ouais, d'accord. Donc, tu vois, c'est un cercle un peu vertueux. Et donc, du coup, comme j'ai eu la possibilité de le faire, j'en ai proposé. J'en ai proposé 4 et j'en ai eu 3, tu vois. Donc, D'accord. voilà. Quelque part, c'est vraiment c'est un coup de pouce en fait aussi, parce que tu as aussi Ouais. une petite structure éditoriale qui existe depuis 3 ans, donc Ouais. t'as besoin Là-dessus, de chercher des aides aussi alors. Ouais, après, il y a des aides, donc pourquoi ne pas aller les chercher, tu vois, Ouais. c'est un truc. En plus, c'est basé, tu vois, quand tu as des aides du CNL, c'est aussi basé sur la qualité, tu vois, du projet, de l'album, du projet. Parce que c'est quoi, il y a un jury derrière qui sélectionne, qui Ouais, valide c'est ça. la Ouais. chose, hein. Et donc, ouais, c'est un jury, et donc, du coup, c'est aussi un critère de qualité. Donc, moi, en fait, vu que c'est ce que je recherche aussi, en dehors de tout l'aspect financier qui est bien, c'est aussi en gros un label pour les libraires et pour les lecteurs en disant bon bah voilà, cet album a priori c'est un bon album, quoi. Car tu vois beaucoup, t'es allé à la rencontre des libraires pendant les premiers mois, la première année pour expliquer aussi. En fait, j'en vois souvent. J'ai pas trop le temps. Enfin, j'aimerais bien en rencontrer plus. Et j'ai Ouais. pas trop le temps de vraiment faire la tournée et tout. Mais par contre, j'en croise, tu vois, quand je fais des festivals comme à Saint-Malo et tout ça, ou même des bibliothécaires. Et en général, tu vois, ils me disent des bonnes choses sur la ligne édito et tout. Donc, je suis plutôt content à ce niveau-là. Souvent des libraires jeunes ou des bibliothécaires jeunes, tu vois, qui vont. Donc, c'est en raccord, en fait, avec le public que j'ai. Mais ouais, pour l'instant, les critiques, tu vois, j'ai pas eu vraiment de critiques sur la qualité, tu vois, des albums. Mais justement, on parle de bibliothèque, mais aussi même les établissements scolaires. Il y a un processus particulier pour faire venir ces bouquins. Ouais, dans alors les c'est via les établissements. CDI et tout, mais c'est super compliqué. Enfin, alors là, parce que ça peut être aussi un vecteur. Enfin, je sais que notamment aux États-Unis, c'est aussi. Alors après, c'est un peu différent parce que c'est les book fairs, enfin les foires aux livres de Scholastic et ce genre de choses-là qui permettent à des albums, justement, de Molly Ostertag c'est plus compliqué en France. J'ai l'impression qu'il faut vraiment, parce que j'ai l'impression que chaque CDI en fait sélectionne ses albums, ses achats et tout ça. Il n'y a pas vraiment de centralisation, tu vois, qui dit dans cette région on va prendre 300 albums pour que tous les CDI
en est un, tu vois. Donc c'est vraiment plus compliqué de rentrer en fait dans le système. Il n'y a même pas un truc où tu pourrais proposer. Non, c'est vraiment assez compliqué. Et là où tu peux en fait rentrer dans les CDI, c'est via justement, par exemple, les revues spécialisées, par exemple de l'ABNF. Ouais. Et t'as une revue qui s'appelle la revue des livres pour enfants. Et donc, tu vois, là, par contre, ils me demandent des SP, ils font des reviews et tout ça. Et c'est des choses qui sont suivies par les bibliothécaires et les gens et les documentalistes des CDI. C'est comme ça que tu rentres, tu vois. Mais c'est un peu, tu vois, de manière indirecte. T'as pas vraiment, tu peux pas t'adresser au CDI, tu vois, de telle région et leur envoyer un mail en disant, voilà. Parce que moi, c'est clairement le sentiment que j'ai eu aussi par rapport à pas mal des bouquins que tu as sortis, c'est que c'est clairement des bouquins que nous, on n'avait pas. Enfin, tu vois, que moi, j'avais pas dans mon CD, que j'avais pas. Donc, il y a quand même forcément, enfin, je veux dire, un vrai ça potentiel. Ça date un peu, hein, au moment où tu étais au CDI. Donc, alors, je pense que j'étais quand même il y a moins longtemps que toi, du coup, mais reste tranquille, Romain, s'il te plaît, quand même. Mais tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment un potentiel en fait à explorer par ces autres circuits. En fait, ça c'est un truc qui se fait de manière naturelle avec l'augmentation de la visibilité de la maison d'édition, tu vois. Et Angoulême, par exemple, c'est super utile pour ça aussi. Et parce qu'aussi, une question, c'est parce qu'en proposant des BD pour un public relativement jeune, le truc, c'est que c'est pas les jeunes, en tout cas, là, c'est des 10-12 ans, c'est pas eux qui ont la thune, grosso modo, pour faire les achats. Donc, tu dois quand même aussi savoir t'adresser au public adulte qui va acheter pour ces gamins. Oui, c'est ça, mais après, c'est un public enfin, les parents vont directement au rayon jeunesse, tu vois, quand ils veulent acheter pour leur enfant. Donc, c'est un truc qui se fait, je pense, naturellement aussi. Donc, il n'y a pas forcément une problématique particulière là-dessus. Non, en fait, c'est naturel. Je pense pas, j'ai pas vraiment identifié, tu vois, de choses à ce niveau-là, quoi. C'est un truc qui se fait de manière naturelle, je pense. D'accord. Et donc, après 2 premières années à avoir fait des achats de droits, t'as voulu faire de la création. Ouais. Parce que tu t'emmerdais avec les achats de droits. Non, t'en avais marre d'acheter des droits. Non, mais en fait, le truc, c'est quand tu fais une maison d'édition, tu veux. Enfin, moi, je savais que je voulais faire de la création dès le début, en fait. Ok. Mais les achats de droits, ça permet de démarrer plus facilement. Et en plus de ça, je voulais pas être trop dépendant des Américains. Parce que justement, là, je te dis, par exemple, ils ont beaucoup moins publié. Donc, du coup, j'ai moins de choix, tu vois. Et en plus, je sais que le jour où la niche va s'étendre, je vais avoir de plus en plus de concurrence. Et donc, c'était important pour moi aussi de faire de la création originale pour justement être moins dépendant et pallier un petit peu à ce problème. En me disant, voilà, je vais faire mes propres créations qu'on pourra pas me voler, entre guillemets. Et en plus, je voulais, tu vois, faire des créations avec des auteurs de ma génération pour aussi prolonger ce que j'avais fait avec les achats de droits, qui est une vraie cohérence, mais aussi, voilà, proposer des choses à toute une nouvelle génération qui se retrouve pas forcément dans les autres maisons d'édition un peu plus classiques. Alors du coup, comment tu as travaillé à ce projet? Donc on parle de la collection Punch, donc qui a terminé sa première saison, en tout cas parce que donc une collection, c'est 4 single issues au final. Enfin, nous c'est vraiment comme ça qu'on le dit, puisque c'est ce que ça nous évoque directement à nous les lecteurs de comics. Et donc voilà, comment tu as monté le projet? Pourquoi faire faire une anthologie, oui, mais faire une anthologie quand même d'abord découpée, justement en format chapitré. Et plutôt que de faire soit de l'album, soit une anthologie, mais qui aurait été en album aussi. Non, en fait, le truc des single issues, c'était. En fait, il y avait plein de raisons, franchement. Il y a le fait que chaque auteur avait son album, et ça me paraissait quelque chose d'important. Il y avait le fait d'avoir 5 sorties au lieu d'une. Donc, en termes médiatiques, c'est beaucoup mieux, tu vois. Alors que si j'avais sorti l'intégrale, ça aurait pu passer inaperçu, tu vois. Donc là, ça te fait finalement 5 chances de parler aux gens, de communiquer aux gens qui découvrent la maison d'édition. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, en termes de business model, en fait, les fascicules, si tu les vends assez, ça te permet de rembourser tes avaloirs, ce qui fait que quand tu sors l'intégrale, tu payes que l'impression. Et donc, c'est là où tu te fais de la marge, tu vois. En fait, sur les single issues, pour moi, c'est plus... j'ai une marge très petite. Donc, le but, c'est pas vraiment de gagner de l'argent, tu vois. C'est plus un produit d'appel, on appelle ça, tu vois, pour que les gens découvrent la maison d'édition. C'est 5,90 €. Donc, t'as plein de gens qui vont voir sans librairie, qui vont se dire... Enfin, c'était
ça que j'imaginais dans ma tête, tu vois. Ça a l'air intéressant, c'est pas très cher, je vais tester. Et c'était aussi l'occasion de faire des histoires de 32 pages, donc c'est des choses qui se faisaient pas, tu vois. Donc moi, comme j'essaye de faire toujours des choses un petit peu différentes, proposer des trucs différents des autres éditeurs, bah c'est aussi quelque chose qui m'intéressait. Et le single issues, bah il y avait aussi tout l'aspect collector que j'aimais bien, avec les couves recto verso avec rabat, aussi des trucs qui se faisaient pas du tout, tu vois, et que je trouvais assez intéressant, et je savais que ça intéresserait les auteurs, tu vois. Donc je crois que ça fait pas mal déjà de... Ça fait quelques raisons, non, c'est bien. C'est bien. Moi, j'en attendais encore pendant un quart d'heure des raisons encore, tu vois. Bah, voilà. C'était pour tout ça, en fait. Et c'est aussi alors via Instagram que tu allais chercher les différentes équipes créatives. Comment t'as fait ton choix? Bah en fait c'était un petit peu les deux. Il y a Johan, bah, je le connaissais parce que je connaissais Valentin Sèche, donc du coup j'ai rencontré Johan via Valentin. Mélanie, c'était avec Instagram. Elsa Bordier, c'est comme Mélanie, tu vois, c'est quelqu'un dont j'aimais le travail depuis super longtemps. Et donc, du coup, j'ai pensé direct à elle et je l'ai contactée super facilement sur Instagram. Et Justine, pareil, tu vois, c'est quelqu'un que je suivais depuis assez longtemps. Et comme j'essaye de garder cette vibe un peu animation, tu vois, et qu'elle faisait beaucoup, en fait, d'illustrations sur la nature, je me suis dit, pourquoi pas lui proposer, tu vois, de faire un petit 32 pages comme ça entre deux gros projets d'anime. Elle pourra faire un truc un peu plus personnel, tu vois, et finalement ça a fonctionné parce que c'était ce qu'elle recherchait aussi. Le thème de la nature, c'était une évidence, En fait, le thème de la nature, je me suis dit, ok. T'avais anticipé l'été catastrophique qu'on allait vivre? Non, pas du tout. En fait, c'était plutôt, je me suis dit, ok, je vais faire une saison avec sur un thème commun avec 4 fascicules, donc déjà des trucs des 32 pages, tu vois, donc des trucs vraiment pas connus. Donc je me suis dit, on va prendre un thème un peu classique, tu vois, pour pas faire trop peur aux gens, avant de peut-être faire des thèmes un peu plus wild. Tu voulais pas faire une anthologie sur les clés de 12, quoi, grosso modo. Voilà, exactement. C'est ça. Non, mais tu vois, je me suis dit, la nature, c'est un truc qui parle à tout le monde, c'est assez grand public. En même temps, j'essaye de trouver des thèmes assez larges pour que chaque auteur puisse un peu faire ce qu'il veut et pas me retrouver avec 4 fois la même histoire, tu vois, grosso modo. Et donc, je trouvais que c'était bien pour commencer comme thème, tu vois. Et c'est là aussi que ton rôle d'éditeur prend une autre dimension, parce qu'il faut que tu accompagnes les projets aussi, faut que tu c'est là où ça prend plus de temps. Donc comment ça s'est passé? Alors peut-être pas détailler, parce que j'imagine que ça se passe différemment avec, en fonction des équipes créatives avec lesquelles tu bosses, parce que chacun a sa façon de travailler, mais grosso modo, comment tu as appréhendé ce rôle-là? En fait, moi j'ai vraiment choisi les auteurs en fonction du thème. Du coup, quand je les ai abordés, je leur ai dit, voilà, ça va être ce thème-là. Est-ce que tu as une idée en stock? Enfin, est-ce que tu as déjà en fait une histoire en stock qui pourrait coller, tu vois? Parce que j'aime pas trop l'idée de commande. J'aime bien quand c'est plutôt des histoires personnelles. Donc c'est pas de la commande pour moi, c'est pas de la commande, tu vois. C'est plutôt chercher des auteurs et voir s'ils ont déjà des histoires qui pourraient coller au thème, tu vois. Mais pas l'inverse, donc pas dire voilà, il y a ce thème là, fais-moi une histoire là-dessus, tu vois. Je trouve que la commande, il y a des commandes qui peuvent être bien faites, mais je trouve qu'il y a toujours peut-être un supplément d'âme, tu vois. C'est peut-être mon côté romantique, tu vois, mais le supplément d'âme qui fait que l'histoire est déjà chère à l'auteur avant, tu vois. Et puis du coup on l'a avec ce thème là, il en profite pour la faire, mais l'histoire existait déjà avant, en quelque sorte. Et comment tu définis lequel sort en premier? Parce que du coup, ça laisse moins de temps pour ceux qui sont en première ligne, plutôt que celle qui arrive à la fin. Ça dépend des plannings de chacun. Tu vois, en général, les gens qui sont déjà prêts, je les mets en premier. J'essaye aussi toujours de mettre la première histoire avec un graphisme ou une histoire la plus grand public possible, tu vois, vu que on sait très bien que le premier fascicule, c'est pas que c'est le plus important, tu vois, mais c'est celui qui aura sûrement le plus de visibilité, ou sur lequel tout le monde le numéro 1 va jouer. C'est ça, pour la suite, tu vois. Et donc du coup, c'est celui qui, si tu vas pas mettre ton histoire la plus compliquée en premier, tu vois, entre guillemets. C'est pour ça que Minion Mage, c'était très bien pour commencer, tu vois, parce que tu avais un graphisme mignon,
une histoire enfin super grand public et tout. Donc c'est pour ça. Et Johan, il était dispo direct. Donc, Ouais. c'est pour ça que ça s'est fait un peu naturellement comme ça. Et c'est quelque chose dont tu me parlais juste avant qu'on enregistre le podcast, mais par contre, la numérotation, au final, c'est pas forcément une bonne idée Bah, la pour les numérotation, libraires. bah oui, parce que et même pour les gens, puisque finalement, comme c'est un format qui est pas habituel, les gens se disent, bah voilà, est-ce que c'est la suite les uns des autres alors que moi, je mets bien en récit complet, mais tu vois, il y a des automatismes en fait dans la tête des gens et dans la tête des libraires qui fait que mettre tu vois, la maison, je l'ai même pas mis sur les fascicules en fait, mais je les ai mis, tu vois, pour les sites internet et les libraires les ont. Et finalement, bah tu vois, ça c'est quelque chose qu'il faut encore simplifier. Voilà. Et ça, tu le vois que après le recul d'une première saison. T'étais passé par une campagne de crowdfunding aussi pour Punch, bah ça c'était aussi pour justement faire parler du projet. Ouais. Et ça avait bien marché, tu vois, même en termes de com sur Twitter et tout, parce que la campagne avait été relayée par Mathieu Bablé, par Guillaume Sangelin et tout. Okay. Donc, tu vois, on voyait un engouement, tu vois, autour du projet qui fait que ça a bien fonctionné à ce niveau-là, quoi. Quelque part, c'est une façon aussi de valider un peu l'intérêt du public, de Oui, faire. aussi, ouais, carrément. Ce genre de Oui, c'est ça. D'accord. Tu nous parles un petit peu de ce que tu as prévu pour 2022, du coup, là? Alors pour 2022, donc toujours des achats de droits. Donc en janvier, il y a le nouvel album de Molly Ostertag qui s'appelle La fille de la mer, donc qui est un roman graphique qui est une romance et qui mélange romance, écologie et magie, on va dire. Donc un gros pavé, 240 pages. Donc ça sort en fin janvier. Après... C'est un peu devenu une autrice maison, Molly Ostertag. Ouais, carrément. Bah oui, le Garçon sorcière a très bien marché. Je trouve que j'aime beaucoup la manière dont elle écrit. Et c'est vrai que en fait, c'est de manière générale, j'essaye de suivre les auteurs avec lesquels je travaille, tu vois. Donc même si c'est des auteurs américains, je vais essayer de faire ça avec tous mes auteurs que j'ai publiés auparavant. C'est un truc qui me paraît assez logique, hein, finalement. Ouais. Tu t'es déjà positionné pour ce qu'elle fait sur Substack? Pas encore, parce que c'est autobiographique, donc c'est peut-être un peu différent, quoi. C'est un peu plus adulte. Enfin, donc j'attends de voir, tu vois, mais faudra voir. Mais oui, c'est intéressant. À mon avis, ce sera intéressant dans tous les cas. Mais est-ce que ce sera correct en termes de ligne éditoriale pour Kinaï? Ça, je suis pas encore sûr, tu vois. Ce qui est marrant aussi avec ces autrices, je suis désolé, je fais plein de parenthèses aussi, mais ça me fait toujours marrer parce que pour moi, c'est un peu les autrices comme Raina Tagamayer ou Kay O'Neill qui, vraiment, aux États-Unis, sont c'est l'équivalent de Zep chez nous, pas les limites. Oui, elles vendent des caisses, des dizaines de milliers d'exemplaires. Mais ouais, c'est pas le même marché aussi, tu vois. Mais c'est bizarre parce que même, tu vois, même Noel Stevenson avec Lumberjanes, on avait vu en fait que ça avait cartonné aux États-Unis, que c'était pas un succès qui avait été forcément reproduit en France. Il y a vraiment parfois une sorte de difficulté ou de barrière en fait. Ça dépend. Je pense que les Américains sont encore un petit peu en avance sur nous. Tu vois, c'est pas le même marché. Le public young adult est beaucoup plus développé en BD aux États-Unis, tu vois. Mais t'arrives à définir vraiment le young adult en plus, parce que ça c'est quelque chose qu'on a du mal. Pour moi, c'est les jeunes femmes 18-25. Ah, mais du coup, d'accord, plus féminin quand même. Plus féminin, plus féminin. D'accord. Enfin, en tout cas, moi, dans ce que je vois, tu vois, le public young adulte que je vois en festival et tout ça, c'est vraiment jeunes femmes, 18-30, toi, on va dire, mais c'est assez flagrant. D'accord, ok. Ouais. Donc ensuite, après la file. Donc ensuite, donc on a 3 parutions en mars. Alors attends, parce que je suis fatigué. Donc, on a La Fée et la Jardinière. Ouais. Donc, qui sera l'album au format franco-belge cartonné. Donc, un album très mignon, avec une grosse influence manga. Aussi, sur la nature, l'écologie, tu te mets au manga aussi, la magie. Voilà. Ça y est, t'as vu les films du manga en France, tu t'es dit, je vais faire du manga. Les Américains, bravo, Romain. Les Américains sont aussi très au fait de ça, parce que le manga perd sa mort aussi aux États-Unis. Ça fait plus 10 millions sur le chiffre de juin. Et j'ai toujours été là-dedans, puisque finalement, Running Island, c'était aussi la même chose. Et comme je suis entre plein d'influences, animation, manga, jeux vidéo, tu vois, pour moi, finalement, ça a toujours été dans ma ligne édito, quoi. Ouais. On aura aussi l'intégrale de Punch saison 1. Ouais. Donc du coup en souple, sans bonus, mais ça fera 144 pages
pour 20€. Et pour la couverture, tu fais comment alors? Ce sera une nouvelle couverture de Johan. D'accord, c'est Johan qui fait quand même la couverture. Ce sera une couve de Johan, du coup faite exprès pour. D'accord, ouais. Et on aura le premier fascicule de la 2e saison de Punch. Voilà, donc je peux un petit peu en parler. Donc le thème sera Heroic Fantasy. Donc plus inspiré Toujours pas les clés de 12 du coup. Toujours pas de clés de 12, non, je vais y penser, mais je sais pas. Note mes idées, tu verras. Il faut que j'y pense, marcher. mais ça m'a l'air un peu complexe, tu vois. Bon. Comme ça, a priori en tout cas. A priori, ouais. Mais donc ouais, Heroic Fantasy, plus inspiré par les vieux JRPG. Ou les JRPG, donc on aura des inspirations de Zelda, de Dark Souls aussi. Il sera peut-être un peu moins vieux JRPG quand même. Un peu, pour le coup. Ouais. Il y aura des vieux, il y en aura des moins vieux, tu vois. Et il y aura des récits d'aventure, tranches de vie. Il y aura des récits assez différents les uns des autres. C'est-à-dire qu'à l'heure où on enregistre ce podcast, tu as déjà toutes tes équipes créatives déjà de récupérer. Ouais. Et 5 numéros alors 4 numéros. 4 numéros. Okay. Ouais, 4 numéros. Donc le premier numéro sera écrit par Jonathan Garnier, scénariste notamment de Bergère Guerrière, de Momo, de Timo l'Aventurier aussi avec Yoann Sacré. C'est comme ça que je l'ai connu. Ah, bah oui, du coup. Ouais, voilà, tu vois, le monde est petit. Ouais. Et Bergère Guerrière qui a été nommé à Angoulême aussi cette année. Ouais, exactement. En 8-12 aussi. Ça va, les petits nommés d'Angoulême, là on se réunit entre potes comme ça, on fait et Souria aussi en 12-16. Oui, c'est vrai, voilà, donc, pour Talif et de la ligne, et Souria, il faut qu'on le ramène de nouveau sur First Print. Voilà. Et donc il sera dessiné par Valentin Outreciel, donc ce sera la première BD, et qui est déjà à fond dans ce délire JRPG, tu vois, donc ça va parfaitement avec le thème finalement. Et, voilà, et après les punchs cette année, ce sera un par mois. D'accord, de mars à juin. Plus soutenu alors comme publication. Plus soutenu, plus rapproché pour que les gens se disent. Pour pas que ça s'éteigne aussi. Ouais, voilà, pour que les gens se disent, bah voilà, là ça commence, tous les mois j'en ai un et je vais aller le chercher, tu vois. C'est un peu le but. Et après, pour parler de Punch, donc le deuxième fascicule sera écrit et dessiné par Anaïs Mahamar. Donc Chaton Laser sur Instagram, qui à la base, elle, a fait une école d'anime et travaille plutôt dans l'industrie du jeu vidéo. Donc Cara Design jeu vidéo. Donc elle, ce sera un récit tranche de vie dans une auberge pour monstres. Ah, okay. Voilà, avec un dragonnet et un lapin. J'en dis pas plus. Ça devrait être très mignon. On aura ensuite... Est-ce que ça s'appellera le dragonnet et le lapin? Non, ça s'appellera... Coriandre et Estragon. Voilà, c'est pas mal aussi, tu vois. Okay. Et donc ça, ce sera en avril. En mai, on aura le 3e numéro par aussi Jonathan Garnier et Morclave sur Instagram, qui est une des artistes qui a travaillé sur Arcane. La série d'animation. Voilà. Qui fait le storyboard en fait, qui est une des storyboardeuses d'Arcane. Tu vas mettre un bandeau ou un sticker? Non, je pense pas que j'irai jusque-là, mais tu vas essayer de. Mais voilà, et ce sera sa première BD. Il y a beaucoup de premières BD, tu vois. Tu. Et le dernier en juin, donc ce sera un fascicule par Valentin Sèche. Voilà, qui sera une histoire en mode un petit peu Zelda A Link to the Past, qui est une histoire de malédiction et de chasseurs de monstres aussi. Valentin Sèche, dont on attend aussi Samurai Gun. Samurai Gun qui devrait sortir aussi cet été. Je pense que ça va être l'été, Valentin Sèche. D'accord. J'espère. Ok, très bien. Voilà. T'as d'autres trucs que tu veux nous dire pour un peu plus tard, ou pour l'instant tu préfères garder le secret? Je pense que c'est déjà pas mal. Ouais. C'est-à-dire que ça veut dire que moi je vais te torturer une fois que les micros seront coupés. C'est ça. Et donc non, ça fait déjà pas mal de titres à venir, et j'aurai d'autres titres américains, mais que j'ai pas encore annoncés. Donc j'attends un petit peu avant de faire les autres annonces. Mais du coup, tu comptes quand même poursuivre aussi sur le long terme. L'idée, c'est quand même donc de continuer d'alterner entre ces achats de droits et la création originale. En fait, avec le but, ce serait d'avoir peut-être moitié achat de droits et moitié création, tu vois. C'est-à-dire que tu te réserves le droit de faire d'autres choses que Punch? Ouais, carrément. En fait, j'ai déjà prévu de faire peut-être des 50 pages, 60 pages, format franco-belge. Ouais, d'accord. Tu vois, mais en tout cas, c'est sûr que Punch, c'est un truc qui va continuer. Ouais.
parce que j'aime bien, justement, ça permet de tester un petit peu des auteurs, les auteurs qui veulent aussi faire leur première BD, parce que ça va plus vite. Et comme je bosse avec beaucoup de gens qui sont dans l'animation, bah, tu vois, ils peuvent le faire en 3 mois, entre deux gros travails d'anime, tu vois. Mais par contre, ouais, je prévois aussi de faire c'est pas des vrais albums, tu vois, parce que les punch pour moi c'est des vrais albums, mais des albums plus longs, un peu plus traditionnels, tu vois, dans la forme. Mais ouais, ça c'est prévu, tu vois, pour 2023, 2024, mais dès 2023 en fait j'en aurai, je pense. D'accord, c'est marrant parce que maintenant avec le côté un peu premiers auteurs ou mettre le pied à l'étrier, ça me fait un peu penser à Doggy Bags du coup. Doggy Bags mais jeunesse quoi. Après, moi j'ai toujours été, je suis un peu un enfant, tu vois, du label 619 quoi. C'est toujours un truc que j'ai assumé, tu vois, plus dans la manière dont il faisait les choses, côté très qualitatif et côté ouais, on fait un peu notre truc dans notre coin en découvrant des nouveaux auteurs, des choses comme ça. Sauf que moi, je le fais en jeunesse. Mais c'est clair que moi, je suis de la génération, tu vois, un peu comme Sullivan, je pense. Je le connais pas, mais ça a l'air, tu vois, qui a été un peu traumatisé, tu vois, par Mutafukaz et tout ça. Et c'est clair que je fais partie de la génération d'éditeurs, tu vois, qui se sont un peu mangé toute la vanne label 619 quand ils avaient 20 ans, quoi. Et qui forcément retransmettre ça dans vos choix et dans vos pratiques éditoriales après, ouais, c'est ça. Ok, ouais. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Romain d'avoir été de retour quelque part. Après un truc, donc on se reparle dans 2 ans pour faire un nouveau point. Puis non, de toute façon, t'inquiète pas que on va aller harceler tes futurs auteurs pour notamment pour Punch. Hein, clairement, on en profite d'avoir le fait que tu fasses ça avec des artistes français et tout ça, ça permet quand même aussi nous de pouvoir continuer de parler de BD et notamment cool. T'as quand même dit Dark Souls, donc clairement, bien entendu, là je suis ferré. Ça y est, ouais. Donc on espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans l'espace commentaires du site et sur les réseaux sociaux. Et on vous rappelle que les Super Friends, ce sont nos podcasts les plus importants. Enfin, c'est ceux qu'on chérit vraiment parce qu'ils sont vraiment trop cool, si vous le savez très bien. Donc si vous appréciez notre travail, faites-le savoir et partagez les podcasts et parlez-en sur vos réseaux sociaux. Romain, je te dis à plus et à tous les autres. À bientôt pour le prochain podcast. Ciao.